Bienvenue dans notre show aérien. Ces drôles d'engins ne se ressemblent pas, et pourtant, ils ont tous un point commun. Ils peuvent tous décoller et voler. Mais comment est-ce possible ? Bonjour à tous. En ce qui concerne les ballons gonflés à l'hélium, la réponse est simple. Comme ils sont plus légers que l'air, ils s'envolent. La maquette que Pierre tient dans sa main est en revanche un peu plus lourde. Alors imaginez le poids d'un avion de ligne. Comment des avions de plusieurs tonnes peuvent-ils voler ? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure en embarquant à bord d'un planeur. Mais d'abord, nous allons vous présenter un homme qui maîtrise l'art du vol. Voler comme un oiseau, un rêve vieux comme le monde qu'il a réalisé au sens littéral du terme. Voici un sportif qui aime vivre dangereusement. Un sommet, un homme, un défi. Je me trouve au pied du mont Shivling, le sommet le plus beau et le plus célèbre de la région. Mon objectif, c'est de grimper jusqu'en haut et de réaliser le premier base jump du haut de ce sommet. Valérie Rossoff est alpiniste professionnel et il pratique le base jump depuis 15 ans. Son objectif du jour, le mont Shivling, un sommet de l'Himalaya indien culminant à plus de 6000 mètres. Le base jump est un sport extrême qui consiste à se jeter d'un immeuble, d'un pont, d'une montagne ou de n'importe quel point fixe. Valérie Rossoff a déjà sauté de la plus haute cascade du monde et même à l'intérieur d'un cratère de volcan actif. Il est recommandé d'avoir effectué au moins 300 sauts en parachute avant de réaliser son premier base jump. Je suis arrivé au sommet du mont Shivling, à 6543 mètres d'altitude. La météo est bonne. Je suis un peu fatigué, mais très heureux. Je vais essayer de sauter du côté de la face nord. À ce jour, aucun individu n'est encore parvenu à sauter d'une montagne aussi haute. Valérie Rossoff effectue une chute d'environ 150 mètres. Le vent fait gonfler sa combinaison ailée qui l'aide à ralentir sa chute. Le base jumper a alors assez de portance pour planer. Je suis très heureux d'être le premier à avoir réalisé un saut en chute libre du haut du magnifique mont Shivling. Ce sommet n'a pas été facile à escalader, et on a eu beaucoup de mal à respirer là-haut. Mais tout s'est bien passé, et je suis toujours là. Record mondial battu. Et nous aussi, nous allons réaliser aujourd'hui notre rêve de voler, en prenant toutefois un peu moins de risques, puisque nous sommes en compagnie d'une pilote, ici à l'aérodrome de Reinsdorf, dans le Brandebourg. Rassurez-vous, nous n'allons pas nous jeter d'une montagne avec elle, mais monter à bord de cet élégant planeur avant de nous envoler. Le planeur est un avion sans moteur. Mais alors, comment fonctionne le vol libre ?
Bonjour. Bonjour. Ça fait 10 ans que vous pilotez des planeurs qui sont dotés d'ailes bien plus longues que les combinaisons des base jumpers que nous avons vues dans le reportage. Mais comment font-ils pour ne pas foncer droit vers le sol après avoir sauté dans le vide? Les base jumpers ont une combinaison en forme d'aile au niveau des bras et des jambes, ce qui leur permet de ralentir leur chute. En sautant, ils atteignent une vitesse qui leur permet de planer, mais il s'agit avant tout d'une chute en profondeur. Une telle discipline sportive requiert une autorisation, ce qui signifie qu'elle n'est pas sans danger. Sans autorisation, il est interdit de pratiquer ce sport. Cela fait plus d'un siècle que des hommes fabriquent des objets volants de toutes sortes dans le but de répondre à cette question. Comment des objets plus lourds que l'air parviennent-ils à se déplacer durablement en vol? L'humanité a toujours rêvé de voler. Une ambition risquée à laquelle s'est autrefois consacré l'ingénieur berlinois Otto Lilienthal. L'objectif d'Otto Lilienthal était de comprendre comment les oiseaux arrivaient à voler. Il a donc mené diverses études scientifiques pour les observer et a essayé d'approfondir concrètement ses recherches. Il a ainsi été le premier en mesure d'expliquer le phénomène de sustentation, qui était jusque-là un véritable mystère pour l'homme. Lilienthal étudie les ailes d'oiseaux en détail, en particulier celles des cigognes. Il découvre ainsi que le profil d'une aile légèrement bombée rencontre peu de résistance au déplacement et accroît la portance, c'est-à-dire la force de maintien dans l'air créée par la vitesse de l'oiseau. En 1891, il réussit un vol de 15 mètres et parviendra même à en réaliser un de 300 mètres avant de faire une chute fatale en 1896. Au début du XXe siècle, de nouveaux engins volants partent à la conquête des airs, les ballons dirigeables. Ils volent grâce à l'hydrogène, un gaz plus léger que l'air. À l'époque, ce n'étaient pas les avions qui fascinaient la population, mais plutôt les dirigeables. Il faut vous imaginer qu'au début du XXe siècle, le dirigeable était un moyen de transport reconnu de tous, alors qu'on ignorait encore presque tout des lois de l'aérodynamique. On ne savait pas vraiment à l'époque comment construire un dirigeable de façon à ce qu'il se déplace dans les airs de manière optimale. Les compétitions de ballons ont alors le vent en poupe et l'homme commence à se demander si un engin plus lourd que l'air pourrait être capable de voler. Une solution, la vitesse. C'est au tour des avions motorisés de s'élever dans le ciel. En 1903, les frères américains Wright effectuent le premier vol motorisé après avoir étudié minutieusement les essais de Lilienthal. Tout le monde rêve de s'élever dans les airs. On rivalise d'imagination pour construire des engins qui s'avèrent toutefois peu adaptés. Le rêve d'envol fait pousser des ailes aux idéalistes, aux bricoleurs et autres inventeurs motivés. En 1904, le physicien allemand Ludwig Prandtl fait une découverte sensationnelle, la théorie de la couche limite. Celle-ci décrit l'effet de l'écoulement d'air au contact d'une surface plane, telle qu'une aile d'avion. Le physicien révolutionne ainsi l'aéronautique, une science encore très jeune à l'époque. Les constructeurs commencent à bien comprendre le fonctionnement d'un vol d'avion. L'écoulement de l'air sur les ailes devient le principe de base s'appliquant aux engins volants modernes. Selon la théorie de la couche limite, le phénomène de sustentation est lié à la surface des ailes de l'avion. Lorsqu'un appareil est en vol, l'air s'écoule plus rapidement sur la surface supérieure des ailes que sur la surface inférieure. Ce phénomène fait naître une dépression qui tire l'avion vers le haut. Pour que celui-ci puisse voler, l'air doit s'écouler de façon constante sur ses ailes. L'appareil doit également évoluer à une certaine vitesse. Aujourd'hui, les moteurs à réaction permettent aux avions de voler encore plus vite. D'autre part, l'écoulement de l'air sur la face inférieure des ailes crée une surpression qui tire également l'avion vers le haut.
Un principe qui s'applique à tous les avions modernes. Et pour atteindre la vitesse minimale nécessaire, les avions de ligne sont dotés d'énormes réacteurs. Le plus gros avion de transport de passagers au monde, l'A380, peut voler à presque 1000 km/h, et ce, malgré son poids de 28 tonnes. La sustentation est donc le mot magique qui permet à des avions très lourds de décoller, mais aussi de se maintenir dans les airs. Mais alors je me demande, comment un planeur qui n'a pas de moteur peut créer un phénomène de sustentation? Pour pouvoir voler, un planeur a avant tout besoin de vent, mais aussi d'un avion à moteur qui le remorque avant de le lâcher une fois parvenu à la bonne hauteur. Ensuite, il profite des ascendances thermiques. Ce sont donc ces ascendances thermiques qui vous portent quand vous êtes dans les airs. Mais comment un tel phénomène se crée-t-il? Les ascendances thermiques sont dues au rayonnement du soleil. Le sol se réchauffe et transmet sa chaleur aux masses d'air environnantes. Comme l'air chaud est plus léger, il monte, ce qui permet au planeur de s'élever à son tour. Il fait plutôt frais aujourd'hui. Y aura-t-il assez d'ascendance thermique pour un vol en planeur? Non, il n'y en a pas assez, mais ça ne nous empêchera pas de voler. Nous allons planer. Nous nous laisserons porter par le vent et nous resterons toujours à la même hauteur. Super. Mais je viens de me rendre compte qu'avec mon 1m90, je ne rentre pas dans ce planeur. J'aurais bien sûr adoré voler en votre compagnie, mais je te laisse ce plaisir, Dirt. Tu es contente? Bah voyons, c'est la petite qui doit s'y coller. Bon, d'accord. C'est un parachute? Au revoir, chers téléspectateurs, ce fut un plaisir. Ouh là là, ça grimpe! Pierre, je te raconte pas les sensations fortes ici! C'est impressionnant! Durton n'a aucun souci à se faire puisque nous allons la suivre avec ce bon vieil avion à moteur. Place maintenant à de drôles d'objets volants dont on a peine à croire qu'ils sont capables de voler. Attention, objet volant non identifié dans le ciel. Un bateau, un couteau suisse et même un vélo. Un Allemand non averti n'en croirait pas ses yeux. Mais les férus de modélisme, eux, savent que l'aérodrome de Waihingen, en Souabe, a accueilli en septembre 2012 la 27e édition d'Inter-X. Une rencontre internationale de modélistes venus des quatre coins de l'Europe pour présenter des maquettes volantes toutes plus farfelues les unes que les autres. Parmi les participants, Peter Haas, originaire de Berlin. Ça n'a rien de très palpitant de faire voler un avion miniature normal. Je sais déjà le faire. Du coup, d'autres idées me sont venues en tête. Mes amis n'arrêtaient pas de se moquer de moi et de mes maquettes. C'est pour cela que j'ai cherché un événement comme Inter-X où l'on se retrouve entre passionnés et où on est pris au sérieux. Peter Haas est le modéliste expérimental le plus célèbre d'Allemagne. Ici, ses maquettes fascinent le public. Il s'agit d'une fleur, une marguerite. Quand on observe bien ces surfaces portantes, on s'aperçoit que celles qui se trouvent sur les côtés sont légèrement incurvées, alors que celles qui sont devant et derrière sont droites. Si les ailes derrière étaient également incurvées, la maquette s'envolerait et retomberait dans la foulée. Cela aurait l'effet d'une gouverne de profondeur. C'est pour cela que j'ai dû les aplanir. Cette marguerite volante a une configuration dite canard. La gouverne de profondeur est située à l'avant.
Ce qui est complexe, c'est de trouver le centre de gravité. Celui de ma maquette se trouve ici. Il est difficile à calculer. Il faut faire des essais et placer un contrepoids légèrement vers l'avant. Si cela empêche l'appareil de décoller, on déplace alors progressivement le contrepoids vers l'arrière jusqu'à ce que l'engin décolle. Et il faut bien sûr un moteur puissant pour contrer une telle résistance au déplacement. Et aussi un grand gouvernail pour pouvoir effectuer des virages. Lors de cette rencontre annuelle, les participants sont surtout là pour se faire plaisir et repousser les frontières du possible en matière d'aérodynamique. Mais ils ne sont pas non plus totalement dépourvus d'ambition. Et pour cause, un petit jury récompense les meilleures inventions. Peter Haas a déjà remporté 3 fois le prix du public, notamment avec son vaisseau fantôme. Aujourd'hui aussi, il serait ravi d'obtenir une récompense pour l'une de ses 5 maquettes. Mais la concurrence est rude. 48 pilotes venus des 4 coins de l'Europe font voler toutes sortes d'objets qu'on croise rarement dans les airs. Presque 150 modèles réduits volants défilent tout au long de la journée. Et chaque pilote a ses propres astuces pour faire voler son engin. Ces rouleaux tournent. L'air s'écoule sur eux et prend de la vitesse au contact de leur surface. Et en dessous, il se passe exactement le contraire. L'écoulement de l'air est freiné. L'accélération ici entraîne une dépression qui fait monter l'appareil. J'ai construit un fuselage en V, en forme de toit en quelque sorte. Avec ce type de structure, on obtient une bonne portance et moins de résistance au déplacement. On n'a pas de plan d'aile parallèle qui résiste à l'air pour assurer le vol. C'est en fait un cerf-volant motorisé où le fil a été remplacé par la télécommande et où la qualité de vol est similaire à celle d'un cerf-volant. Sauf que ça ne vole pas comme un modèle réduit, ça ne vole pas comme un cerf-volant. Et on est en mi-chemin entre les deux. C'est au tour de la Marguerite de Peter Haas d'entrer en scène. Tout se passe pour le mieux. Mais cette fois, le chouchou du public, c'est la serveuse de bière de l'Espagnol Josep Ortiz. Peter Haas décrochera tout de même un prix pour l'ensemble de son œuvre. Et pour bien finir la journée, le public a droit à un show spectaculaire. Pierre, c'est vraiment magnifique. On peut tout voir d'ici et sans bruit. Quelle vue splendide. Quand je sais, par exemple, d'où vient le vent et qu'aucune bulle thermique ne se présente, je profite alors d'un courant ascendant provoqué par un groupement d'arbres. Quand le vent rencontre un obstacle, il se dirige automatiquement vers le haut et moi je me sers de ce phénomène. Vous avez dit tout à l'heure qu'on pouvait voler vers le bas, même sans ascendance thermique. Mais si on fait preuve d'inattention, est-ce qu'on risque de s'écraser? On risque un crash de l'appareil uniquement si je provoque une rupture de l'écoulement aérodynamique. Celle-ci peut avoir lieu si je réduis brusquement la vitesse de l'appareil. Par conséquent, l'air ne s'écoule plus de façon régulière sur les surfaces portantes du planeur, ce qui entraîne sa chute. Et c'est ce que vous êtes en train de faire? Notre planeur est construit de façon tellement sûre qu'une rupture de l'écoulement aérodynamique est presque impossible. Il faudrait vraiment le faire exprès pour en provoquer une.
Vous voulez dire que ce genre de planeur ne peut pas s'écraser? Le plus grand risque pour un planeur, c'est une collision. C'est une sensation incroyable qui traverse tout le corps et je ne peux que vous souhaiter de vivre une telle expérience. Peut-être qu'un jour on n'ira plus au travail en voiture ou en transport en commun, mais en avion. C'est le projet de certains chercheurs à Karlsruhe. En tout cas, c'est leur vision. Ce drôle d'engin appelé volocoptère s'apprête à quitter le sol. Il a été conçu par 3 ingénieurs de Karlsruhe. Un volocoptère génère sa propre sustentation grâce à ses rotors. Mais il doit être très léger, car pour le faire décoller, on a besoin d'énergie. Nous souhaitons en utiliser le moins possible, car notre engin fonctionne à l'électricité et dispose d'une autonomie de vol limitée due aux batteries. Particularité du volocoptère, 18 rotors sont placés en cercle et chacun d'entre eux fonctionne avec son propre moteur. La superficie de l'ensemble des roteurs doit être très importante. On peut utiliser une grande hélice ou alors plein de petites, tout aussi efficaces, dont la superficie globale serait la même qu'une grande hélice. En principe, en cas de changement de direction de l'appareil, les hélices tournent plus rapidement d'un côté que de l'autre. Si le pilote ne modifie rien, le volocoptère fait du surplace dans les airs. En cas de rafale de vent, l'appareil dériverait sur le côté et les rotors du côté opposé, commandés par un système micro-informatique, accéléreraient automatiquement. Cela permet à l'appareil de se stabiliser. Certains rotors pourraient même tomber en panne, sans pour autant que l'engin soit incontrôlable. Les ingénieurs badois ont même démontré il y a quelques mois que le volocoptère pouvait voler avec un passager à bord. Pour cela, il a suffi d'équiper l'engin d'un capteur de position automatique, de batteries ultra performantes et de moteurs électriques. Comparé à un hélicoptère, le volocoptère est moins fragile et plus simple à faire voler. Tous les autres types d'engins volants doivent atteindre une certaine vitesse pour avoir assez de portance. Notre appareil, lui, vole tout seul. Donc le pilote décide uniquement de la direction de l'appareil, tout droit, gauche, droite, haut, bas. Les ingénieurs voient grand. Leur prochain modèle devrait être polyvalent et doté d'une cabine pouvant transporter 2 passagers. Nous pensons que dans une vingtaine d'années, ces appareils seront vendus en masse et que même des individus peu expérimentés en matière de pilotage obtiendront facilement une licence de vol. Cela intéresserait par exemple les base jumpers qui souhaitent s'envoler à 2 et sauter à 3000 mètres de hauteur, tout en étant suivis par le volocoptère autonome. Mais ce dernier permettrait aussi de réaliser des sauvetages aux abords des gratte-ciel, puisqu'il pourrait voler très près d'une façade d'immeuble. La toute dernière version du volocoptère effectue aujourd'hui son premier vol d'essai. Mais la machine ne semble pas encore tout à fait au point. Un des contrôleurs de moteur a grillé. Ce sont des choses qui arrivent. Il est peut-être en surcharge ou quelque chose ne fonctionne pas bien. Il va falloir vérifier tout ça. Ça peut arriver. Le volocoptère ne dispose encore d'aucun certificat de navigabilité officiel. Mais peut-être qu'un jour, le pilotage d'un tel engin sera à la portée de tous. Super, Durton redescend plus sur Terre. Elle doit se prendre pour une hirondelle. La nuit commence à tomber et l'émission touche à sa fin. Bon bah de mon côté, il est temps de vous dire... Au revoir, à la prochaine et restez curieux.
Dörte, ça va durer encore longtemps? Pierre, j'aimerais en savoir un peu plus sur les ascendances thermiques. Je crois que nous allons rester dans les airs encore un petit bout de temps, n'est-ce pas? Nous devons prolonger encore un peu notre vol, non? Oui, on n'a pas le choix. Ok, au revoir.